Jacques Multaler, merci de nous recevoir aujourd'hui, chez vous, dans le Saint des Saints. Si nous sommes venus, c'est pour essayer d'avoir votre point de vue et votre témoignage sur ce qu'a été votre vie, une vie très riche, et que vous nous disiez tout d'abord comment un homme comme vous, qui était un libraire, un éditeur aussi, en est venu à être président d'honneur, d'abord fondateur, puis président d'honneur déjà de l'Association mondiale pour l'école Instruments de paix. C'est un long chemin. J'aimerais que vous nous disiez en quelques mots comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes, sans que ce soit un aboutissement, parce que vous n'êtes pas un homme d'aboutissement, vous êtes un homme de chemin, je sais. Donc vous n'êtes pas arrivé quelque part, vous êtes toujours en route vers quelque chose vers lequel vous tendez. En deux mots, qu'avez-vous à nous dire? Dans le temporel, c'est un très court chemin. Dans l'autre dimension, c'est très court. Mais il faut partir du temporel. J'étais libraire, j'étais gros distributeur d'éditeurs, j'étais petit éditeur, et un jour, pour mieux asseoir mes affaires, c'était la guerre froide. Les temps étaient très durs. On a oublié aujourd'hui que les temps étaient très durs. Il n'y avait pas de chômage, mais il y avait de nouveau la guerre qui planait. Je me suis dit, tu as travaillé comme une bête pour monter ton affaire, il ne faut pas qu'elle s'écroule parce qu'il y a de nouveau la guerre. Il faut trouver une idée. Et dans les idées que j'ai recherchées, j'avais plusieurs éditeurs qui étaient spécialistes en livres de classe. Et je me suis dit, de toute façon, s'il y a la guerre, il y aura des livres de classe. Alors, c'est par là que tu dois chercher un autre département afin de l'ouvrir pour ta sécurité. Et je ne savais pas que j'allais ouvrir un chemin énorme, extraordinaire, le chemin de l'école Instruments de paix, car on ne vend pas des livres de classe sans savoir ce qu'il y a dedans. Mon premier élément, donc, a été un peu de contrôler les livres de littérature, les livres de grammaire, les livres de géographie, les livres de mathématiques. Et je fais une découverte sur les livres que je pouvais lire, c'est-à-dire francophones, assez extraordinaire, surtout au niveau de l'enseignement d'histoire. Aucun n'était objectif. Tous se contradisaient. Alors là, j'ai commencé à faire un genre d'analyse entre les uns et entre les autres. Et je me suis aperçu que, sans exception, dans tous les pays autoritaires, les livres de classe sont des usines à faire des soldats, des ennemis, des sectaires, des fanatiques, des sanguinaires. Quand j'ai découvert ça, quelle frayeur! Mais néanmoins, mes affaires marchant bien, mes livres étant bons, j'ai continué à les vendre, tout gentiment. Et un jour, c'était en 58, j'ai un de mes frères qui a été tué dans des circonstances terriblement dramatiques en Algérie. C'était le début de la guerre. Et c'était le second frère que je perdais. J'ai perdu un premier frère qui était officier de cavalerie en 1940, en mai 40, lors de la drôle de guerre, comme quoi il n'était pas si drôle que l'on dit. Et le deuxième frère. Et le deuxième frère était chirurgien, et je dois dire que c'était mon meilleur ami. Ça a été la plus grosse raclée que j'ai reçue de ma vie. Horrible. J'ai pleuré comme un gamin, et tous les jours j'ai pleuré, et tous les jours je pleurais. Je pleurais à la honte de la guerre, je pleurais, véritablement, j'étais presque devenu une sorte d'enragé contre la guerre, contre le fanatisme. Puis un jour, je me dis, mais c'est complètement idiot de pleurer. Tu pleures, c'est statique. Alors tu vas rien faire pour la paix. Et là, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais il faut que l'auditeur le sache. Et là, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont fait la guerre comme je l'ai fait, je peux presque dire héroïquement, car ils ont cru en leur livre d'histoire, ils ont cru en la ligne bleue des Vosges, ils ont cru en leurs instituteurs et en leurs professeurs, et dans le fond, le devoir a pris la place du droit. Leur devoir était de combattre. On leur avait mis ça dans la tête, et ils ont combattu. Et j'ai combattu. Et j'ai combattu et je l'ai cru. J'avais raison. La décoration que je porte mérite une parenthèse. Nous sommes que quelques-uns en France à l'avoir. Elle s'appelle l'ordre grand officier de l'ordre du mérite. Et pour l'abbé Pierre et pour moi, on a ajouté du progrès. C'est une longue histoire, trop longue à raconter.
c'était sous Chaban, et je dois dire que je la porte parce que c'est une décoration de paix. L'autre, je ne la porte pas. Et alors, de fil en aiguille, ayant trouvé cette idée que c'est par l'école, que ce n'est pas en pleurant, et ce n'est pas ceux qui pleurent leur mort encore aujourd'hui, ou qui pleurent les horreurs qu'ils ont vécues dans les camps de concentration, dans les camps de résistance, dans les camps de la mort, qui changent quoi que ce soit. Ce qui doit changer, c'est là-dedans. C'est savoir véritablement se mobiliser pour quelque chose de précis. La paix, c'est quelque chose de précis. La paix, ça n'est pas ne pas s'aimer. La paix, ce n'est pas se battre. La paix, c'est vivre ensemble dans la plus grande des paisibilités. Mais nos pulsions, nous les aurons toujours. Mais attention, canon. Et c'est là où il faut que nous nous réveillons, car dès l'instant, et nous le voyons dans l'actualité actuellement, car dès l'instant où l'homme possède un fusil, il ne possède plus son âme. Alors il faut le faire revenir à son esprit, à son état naturel, qui n'est pas que violence, mais qui était aussi beaucoup compromis. Et un mot magique qui est tolérance. Thaler, une de vos préoccupations récentes a été le rôle des médias, et en particulier le média roi, qui est la télévision, dans l'enseignement de la paix. Si vous aviez à vous adresser à nos télévisions occidentales, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'elles ne font pas leur devoir face à la paix. Elles tournent autour, mais elles ne rentrent pas dans le sujet. Elles font de la paix quelque chose d'artificiel. Et elles font de la guerre quelque chose d'horrible, mais qui n'est pas non plus la réalité. Les dés sont finalement tronqués. Et sur le plan des médias, je leur dirais aux unes et aux autres que si je fais un procès à la Cour européenne des droits de l'homme contre les 3 chaînes de télévision suisses, et je suis heureux que ça se passe à Strasbourg, parce que c'est aussi contre les autres chaînes de télévision qui sont verrouillées face à ce problème, c'est véritablement le procès de l'indécence des pays démocratiques. Comment des pays démocratiques peuvent-ils être aussi légers devant ce qu'est l'horreur de la guerre, alors que pour moi, et là chacun comprendra, le plus grand idéal de ma vie, c'est la défense de celle de l'homme, la défense de la vie de l'homme, quel qu'il soit pauvre, volontairement, négros, qu'il soit malade, rien n'est plus grand que la vie d'un homme. Et quand on a pris ça, je crois qu'on peut se mobiliser et dire aux médias, quand est-ce que vous allez faire votre travail, le vrai travail, car vous êtes toujours sur les droits de l'homme. Mais que faites-vous sur les droits de l'homme? Que dit, par exemple, l'article 18, le droit de conscience? Que dit, par exemple, l'article 19, le droit de religion, qui sont des droits sacrés? Et chacun veut garder ce droit sans le faire connaître aux autres, à titre de devoir déjà. Mais Jacques Multaler, est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'enseignement des droits de l'homme a quelque chose de rébarbatif par rapport à l'intérêt que peut susciter, à tort, nous sommes d'accord, une scène de guerre, et les télévisions sont quand même confrontées à la nécessité de répondre à l'attente de leur public? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, avant l'enseignement des droits de l'homme, un enseignement qu'il faut faire à l'égard de l'auditeur en général, le rendre attentif à d'autres éléments, d'autres informations que celles que nous sommes habitués à recevoir tous les jours? La question est très intéressante, mais je retourne à la base. L'École Instrument de Paix a eu l'idée de créer un programme. La base de ce programme, il y a une chronologie qu'il est indispensable de suivre. La base de ce programme s'appelle Principe universel d'éducation civique. Principe. Un principe est une règle. Un principe, c'est presque une loi. Universel, c'est pour tous. D'éducation, c'est l'école. Civisme, c'est le civisme. Comment vivre la démocratie? Quels sont nos droits? Quels sont nos devoirs? Et ceci devrait déjà être appris à l'enfant presque en sensoriel, mais c'est difficile à lui faire parvenir, c'est-à-dire dans les 3-4 premières années primaires. De là, nous faisons un grand saut. L'instituteur a eu le temps de préparer l'enfant et la réflexion de l'enfant à vivre ensemble, suivant surtout les méthodes dites actives. Et au travers de ces méthodes actives,
il a eu le temps de lui parler de la liberté. La liberté. Mais quand on a la liberté, on croit que c'est naturel. La démocratie, mais on croit que c'est naturel. Mais non, l'homme n'est pas né libre, l'homme n'est pas né démocrate. Ceci repose de nouveau sur le droit. Ce n'est pas une philosophie, n'importe quelle philosophie, c'est la philosophie qui a pour support le droit. Elle n'a pas pour support, elle a aussi pour support la psychologie. Donc, il faut faire passer les messages. Et deux messages qui sont ces principes universels d'éducation civique, dont l'article 1er est gigantesque au niveau de la réflexion. L'école est au service de l'humanité. Vous vous rendez compte? L'école est au service de l'humanité. Alors que jusqu'à ce jour, on a fait de l'école une petite institution, plus ou moins régionale, plus ou moins nationale, mais jamais encore au service de nous tous, avec nos différences. Car nos différences sont quelque chose de fantastique et très difficile à vivre. Sur ce plan, un jour, en 1948, les Nations Unies ont fait le plus beau cadeau, le plus fantastique cadeau que les Nations Unies devaient faire à l'humanité, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont 30 articles, très souvent rébarbatifs, il est vrai. Mais, revenons-en de nouveau au départ. Cet article premier dit, et là la plupart de l'auditeur pourrait le comprendre, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors là, on est en plein juridique. En dignité. Expliquez-moi la dignité. Et c'est une petite fille de 10 ans, en Belgique, qui m'en a donné la meilleure description. Nous discutions, ou je discute avec une classe, une vingtaine d'enfants, et je voulais leur faire dire ce qu'ils ressentaient au travers de ce mot dignité. Et elle me dit tout à coup, monsieur, si je vous ai bien compris, la dignité, c'est être propre dedans et dehors et le rester. Et le rester. Donc vous voyez, il y a cette double dignité, la dignité physique et la dignité mentale. Et dans nos pays démocratiques, on n'est pas trop laxiste vis-à-vis de la dignité mentale. On se trouve toujours des raisons pour ne pas faire ou pour excuser. J'admets qu'on ne le fasse pas toujours. J'admets qu'on excuse. Mais attention, conséquent, n'allons pas trop loin dans ce laxisme, parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus les droits de l'homme. C'est le droit du désordre, c'est le droit de n'importe quoi. Alors, je n'ai pas terminé avec cet article premier, qui est pour moi la clé de voûte de tout le reste. Après la dignité, ils sont doués de conscience et de raison, et doivent agir les uns envers les autres, et là, la chute est formidable, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'africain, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il y a des frères. Enfin, les Nations Unies ont été la première organisation internationale officielle à faire, apparemment sans le savoir, de l'ingérence. Car nous sommes frères. Et au travers de cette ingérence, que font les États? Rien. Que font les médias? Rien. Elles en parlent, c'est rébarbatif. Eh bien, trouvons des pédagogies actives pour faire en sorte que ce ne soit pas actif, mais vivant, afin qu'on cesse de se tuer. Afin que, enfin, nous soyons frères, c'est peut-être aller trop loin, mais presque amis. Et je pense que là, si l'école s'interrogeait, si l'école mettait à plat ce qu'elle communique, si l'école était plus en vie face à la réalité, je crois que bien des choses dans les programmes, et particulièrement dans l'enseignement de la littérature et de l'histoire, les choses changeraient beaucoup plus vite. Jacques Multaler, finalement, ce que vous voulez enseigner, votre idée de l'homme, est-ce que ce ne serait pas un peu le mythe du bon sauvage de Rousseau, c'est-à-dire que l'homme est très bon à la base et c'est l'éducation qui le gâte, et vous, avec l'école Instrument de paix, vous voulez qu'on donne un autre enseignement, une autre éducation à cet homme pour que ce qu'il y a de bon en lui ressurgisse et le permette de mieux comprendre autrui et faire de cet autrui un frère. Incontestablement, il ne faut pas que je mente, ni à eux non plus, il y a de soi. Mais ce qui m'aide, c'est certainement une forme de foi que j'ai en l'homme, en l'espérance. J'en arrive même parfois à dire, et ça semble amusant,
nous devrions avoir le devoir d'espérer. Et quand on agit de cette manière, on est du côté de la lumière. Donc beaucoup mieux que sous la pluie, sous l'orage ou dans la nuit. On voit son chemin. Alors ça, c'est incontestable. Autre chose qui est incontestable est que beaucoup de personnes seront étonnées d'apprendre. L'homme peut-être le plus connu au monde, étant donné que j'ai fait, pas le tour de la planète, mais que j'ai visité certainement une 60aine de pays. Eh bien, sans exception, l'homme dont on m'a toujours parlé fut Jean-Jacques Rousseau. C'est tout de même un homme d'espérance, malgré l'utopie. Mais je crois que sur l'utopie, il faut s'interroger. L'utopie, elle est vérité de demain. Si elle n'est pas vérité de demain, elle est chimère. Mais je ne peux pas savoir si je suis vérité de demain. La seule chose que je puisse dire, je suis heureux d'être utopiste, car je remets beaucoup de choses en question. Et je mets beaucoup de choses en question dans une volonté que cela marche mieux, qu'on soit mieux ensemble, qu'il y ait plus de solidarité, qu'on soit plus heureux, qu'on cesse de regarder vers le noir, vers le désespoir, vers le sectarisme qui enferme, vers le fanatisme qui tue. Donc c'est un peu aussi une question de volonté, mais c'est peut-être aussi, je le reconnais, une question de nature. Mais avec cette soif de justice qui vous caractérise et vous honore, j'imagine que vous avez dû être très souvent déçu, d'ailleurs plus souvent déçu que ravi. Oublions un peu les déceptions. S'il y avait quelques beaux souvenirs de votre carrière au sein de l'EIP que vous aimeriez parler, lesquels seraient-ils? Ce n'est pas une confidence, étant donné que je le dis. J'ai eu une grande chance. Ma vie a commencé, j'avais 10 ans et demi, par un suicide raté. Pourquoi ce suicide? Parce que j'avais raté mon certificat d'études, je suis bourgeois, et mes parents m'ont mis en apprentissage. C'est-à-dire, quand on a l'apprentissage à cette époque, c'était rare, je reste à 10 ans et demi, on m'a acheté un jean, ça s'appelait des bleus de travail à l'époque. Nous habitions une très belle propriété dans la banlieue de Paris, et mon père m'a obligé de quitter la propriété en bleu. J'ai résisté une semaine. Le samedi, mes parents m'ont retrouvé dans la baignoire, le gaz ouvert. Et c'est tout à fait par hasard qu'ils m'ont retrouvé le gaz ouvert. J'ouvre les yeux tout à coup, avec des parents qui pleurent, avec un frère qui pleure. Et ça a été la plus fantastique expérience de ma vie, car elle m'a libéré très jeune de ce que j'ose dire mon ego, mon moi. Depuis ce jour, j'étais moi puisque mon moi avait disparu. Ayant disparu, j'étais libre. Je ne souffrais plus beaucoup de la susceptibilité. Je ne souffrais pratiquement plus de l'amour-propre. J'étais moi, avec mes qualités, avec mes défauts. Et la vie allait bien. L'année suivante, j'ai réussi mon certificat d'études et j'ai fait mes études commerciales. Vous voyez combien c'est loin de la paix, néanmoins. Et ensuite, j'ai eu l'engagement. L'engagement n'a pas été si difficile que ça. Oui, j'avais tout de même une belle équipe d'employés. Oui, j'ai intéressé mes employés à mes affaires. Oui, j'ai pas mis la clé sous la porte puisque j'ai gardé mon affaire. Et néanmoins, j'ai dit, il faut, Jacques, que tu te donnes 5 ans. Non pas 5 ans d'épreuve, car je ne pensais pas que ce serait 5 ans d'épreuve. Je penserais que ce serait 5 ans sabbatiques à faire autre chose que mon métier de libraire en gros et d'éditeur. Alors pendant 2 ans, j'ai tiré les sonnettes des gouvernements, des formations professionnelles. Qui commandent? Ce sont les gouvernements, donc voient les gouvernements. Je n'avais pas encore à cette époque pensé à la force de la base, à la force des syndicats. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait que nous travaillions ensemble. Car c'est ensemble que nous faisons la paix. Ce n'est pas la paix du haut, ce n'est pas la paix du bas, c'est la paix pour chacun. Et alors, quand j'ai découvert ça, je n'étais pas militant. Et je ne suis pas réellement militant. Je suis toujours un petit peu bourgeois. J'ai cette déformation. Et j'ai non pas attaqué, vu les uns et les autres. Quand il n'y avait pas de message, pas de problème. J'étais un type fantastique, ils osaient me le dire. Mais quand il y a le message des principes universels d'éducation civique, alors là, tout a changé. Il y avait le message, il y avait l'engagement. Si on le reçoit, qu'est-ce qu'on va dire concernant ces principes universels d'éducation civique? Cette école au service de l'humanité, cette école qui enseigne le respect mutuel
inconditionnel. Je lui dois mon respect sans m'interroger de qui il est, d'où il vient. Je lui dois ce respect, c'est mon frère. Je lui dois la tolérance, c'est-à-dire cette qualité qui exige une très grande humilité, l'oubli de moi, pour le comprendre lui, et ensuite faire une synthèse, éventuellement une comparaison. Ça ne m'oblige pas de dire il a raison, mais ce qui m'oblige par contre c'est comprendre qu'il n'a peut-être pas tort. C'est déjà une grande modification qui conduit de nouveau à Rousseau, si l'on veut. Et de fil en aiguille, plus l'engagement était grand, plus les gens s'éloignaient de moi. Alors là, j'ai passé une période terrible. C'était une torture mentale, c'était une torture morale. Les gens me recevaient ou ne me recevaient pas. Ils trouvaient toujours des prétextes pour s'excuser. Ils trouvaient toujours des prétextes pour interrompre l'audience et ne voulaient surtout pas s'engager. Circonstance atténuante. Nous étions en 1959-60. La guerre était très froide et on craignait qu'elle devienne très chaude. Mais néanmoins, quand on dépensait des milliards et des milliards de dollars et de francs suisses, uniquement pour l'armement, mais pour le comportement de l'homme, il n'y avait jamais de budget, et aujourd'hui il n'y a toujours pas de budget, eh bien c'est tout de même scandaleux. Et là je vais plus loin, et c'est là où j'en veux. Je suis un peu frustré des médias. Nous n'avons jamais eu ce qui s'appelle une donation. Jamais personne n'a ouvert réellement son portefeuille pour dire là il y a des pistes, là il y a à créer des équipes, là il y a à faire des recherches. Les gens pleurent de la guerre, les gens pleurent de misère de la guerre, les gens pleurent de l'horreur de la guerre, mais que font-ils de la paix? La cigale. Jacques Multaler, pour arriver à ses fins, l'EIP, qui est en fait votre enfant, de quoi dispose-t-elle? Ah, le lait dont est nourri l'EIP. D'une maman, de papa, nous ne faisons aucune mixité, c'est même étrange. Nous ne faisons aucune religiosité, nous ne faisons aucune politique. Nous sommes véritablement, noblement neutres. Mais noblement déjà fait que je ne suis plus neutre. Alors nous sommes neutres, comme quelqu'un de neutre doit être, c'est-à-dire nous laissons à chacun le droit d'expression dans les limites de la courtoisie, toujours, avec le sourire si possible, mais avec fermeté, car la paix nécessite beaucoup d'énergie. Et la plupart des gens qui militent pour la paix militent rarement longtemps pour elle, parce que c'est trop dur. Ils sont trop déçus. Néanmoins, si j'ai fait ce grand saut, car c'était pour moi un saut inattendu, de faire à un moment donné ce qui s'appelle pas mal d'argent, et tout à coup n'en plus faire du tout, et au contraire même puiser dans sa caisse pour payer les frais généraux que me valait justement, comme dit ma femme en riant, cette maîtresse. Mais quelle maîtresse plus belle j'ai trouvée, mais quelle maîtresse difficile à faire vivre et à manier. Et néanmoins, à force de recherche, nous avons découvert qu'il serait important que nous mettions en route une petite brochure qui informe Pierre, Paul et Jacques de ce que nous sommes. Et cette petite brochure, qui est trimestrielle, s'appelle École et paix. Elle montre que nous vivons. Par ce canal, nous sommes arrivés un jour à avoir l'idée de dire mais nous devrions faire aussi de la pédagogie. Alors par ce chemin, nous avons ouvert ce qui s'appelle le Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix. Rien d'identique n'existe encore sur la Terre. Nous sommes véritablement les pionniers. Étant francophone, malheureusement, alors que je devrais parler ou espéranto, mais en tous les cas anglais, j'avais beaucoup de peine à communiquer avec les autres. Ayant déjà beaucoup de difficultés de tous ordres, parce que je m'étais mis sur le dos, je me suis dit, avec Madame Prindésis, qui est la secrétaire générale de l'EIP, nous nous sommes dit, si nous organisions un cours de formation, et nous avons organisé le premier cours de formation à Roubaix, grâce à l'aide d'un professeur de Genève, Massarenti, et grâce à une aide que nous avons encore, Yves Lador. Et avec eux, nous avons fait les premières recherches pour trouver des pistes pour l'enseignement d'abord de ces principes, et ensuite, par hasard, comme je le disais, par hasard, j'ai découvert le monument des droits de l'homme. Mais alors là, ce fut véritablement une chose excessivement difficile à mettre sur pied, et nous sommes encore uniques parce qu'au niveau des droits de l'homme, nous sommes servis
dans ce centre par et des avocats, c'est-à-dire les spécialistes et les déformés du droit, et les enseignants, les spécialistes et les déformés de la psychopédagogie. Mais là, nous avons trouvé des moyens pratiques qui permettent aux enseignants de sortir, disons, d'un certain dilettantisme pour l'enseignement des droits de l'homme. C'est trop sérieux pour rester dilettante. Et c'est trop difficile pour ne pas recevoir une formation spéciale. Et là, je le dis avec une grande satisfaction. Je suis, c'est vrai, à peu près libéré de mon moi, mais enfin, mon moi, il existe de temps en temps tout de même. Et là, j'ai une grande satisfaction. À Roubaix, nous étions 27, 6 pays. Cette année, au château de Bosset, à Séligny, à côté de Genève, nous étions 130 ou 140, représentant une cinquantaine de pays, et ayant refusé plus de 100 participants. Et aujourd'hui, et là ça va avec la satisfaction, il n'y a pas de session ou de conférence générale des Nations Unies, de la Commission ou de la sous-commission des droits de l'homme, sans qu'un gouvernement ne fasse référence au travail de l'école Instrument de paix ou de son centre d'information. C'est ainsi qu'existe aussi cette petite brochure, Qu'est-ce que les IP? Et alors là, qu'existe un monument, le cahier de l'amitié. Là, je suis obligé de m'y arrêter quelques instants. Lorsque j'étais au Sénégal, je me suis aperçu que les pauvres enfants, les classes étaient sans élèves. Alors, c'est arrangé pour qu'il y ait des petits responsables. Et il y a des petits enfants plus intelligents que les autres, dont l'instituteur donne la responsabilité d'un niveau finalement. Et je m'aperçois que le livre se prête. Mais le cahier, c'est quelque chose de très personnel. Et il manquait de cahier. De retour en Suisse, j'en parle au comité, et je leur dis qu'il serait intéressant de faire une chaîne qui s'appellerait la chaîne du cahier de l'amitié. Cette chaîne serait quelque chose de très simple, comme à Genève, en Suisse et dans la plupart des pays développés, les enfants ont de l'argent par rapport à ceux de là-bas, je dis toujours par rapport à ceux de là-bas, il n'y a malheureusement pas, non pas, il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas des riches chez nous, c'est tout, et tout le monde ne peut pas l'être, c'est vrai. Alors, je pensais au départ acheter des cahiers sur lesquels je ferais imprimer le cahier de l'amitié. À l'intérieur du cahier, j'y mettrais le message des Nations Unies, c'est-à-dire des droits de l'enfant ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, et au dos, les principes universels d'éducation civique. Ensuite, l'enfant se servirait de cette couverture, achèterait un cahier et habillerait ce cahier, et nous nous chargerions de l'envoi dans les pays en développement. Mais pour qu'il s'agisse de quelque chose d'humain, car comme je vous l'ai dit, je crois en l'homme, pour qu'il s'agisse de quelque chose d'humain, je demande au donateur de mettre son nom, son adresse, quelques références et un petit message, pour que l'enfant de là-bas, qui est francophone, et ça peut se faire en espagnol, ça peut se faire en anglais, ça peut se faire dans une multitude de langues, pour que l'enfant qui est bénéficiaire de ce cahier sache qui le lui a envoyé et puisse de cette manière travailler la fraternité. Et c'est là où j'ai été frustré des médias. Car nous avons tout de même fait une chaîne d'une vingtaine de mille de cahiers. Et cette chaîne aurait pu être des milliers. Il y avait la médiation qui était là. Un jour, par exemple, Biafugler, qui a été celui que nous avons envoyé en Afrique, me dit « Monsieur Miltaler, samedi, je ne peux pas recueillir tous les cahiers. Est-ce que vous me donneriez un coup de main, vous viendriez avec votre voiture, et ensemble, nous recueillerons les cahiers ?» Oh, je dis « Tiens, ce serait un moyen, en quelque sorte, de voir comment ça s'est passé. Je suis curieux, je suis assez éveillé, au moins que je sois sur le terrain. » Eh bien, j'ai tellement été ému dans une classe que devant les élèves, j'ai eu les larmes aux yeux. Devant cette joie, ils allaient donner un cahier, ils allaient aider un copain, ils allaient faire la fraternité. Et enfin, c'était ça qui était merveilleux, nous mettions en route l'école au service de l'humanité. Et il y avait l'enseignant d'ici qui automatiquement allait se mettre en rapport avec l'enseignement de là-bas. Il y allait d'une manière empirique, tout un démarrage qui allait automatiquement s'établir, car je ne crois pas en ce qui est trop pointu, trop ciblé. Il faut laisser de la spontanéité à l'empirisme.
Et là, nous bénéficions d'une chose, mais fantastique. Rien à faire pour aimer immédiat. Et c'est là où je dis souvent, elles trahissent leur rôle. Attention, elles ont le monopole. Et là, nous retournons au droit. Ce qui est trop monopole est tôt ou tard dangereux. Et c'est pourquoi, nous, citoyens, nous devons veiller à ce que nos médias soient libres, mais leur liberté est tout de même contingente de la taxe qui est imposée à chacun des auditeurs. Les patrons ne sont pas eux, les patrons est le partage entre eux et nous, ce qu'elle semble totalement immorale.